J'ai annoncé que notre étude de ces sculptures des temps de la décadence avait amené un changement dans nos objectifs immédiats. C'était bien sûr à cause de ces avenues taillées s'enfonçant dans le noir monde souterrain, dont nous n'aurions jamais supposé auparavant l'existence, mais que nous étions impatients maintenant de découvrir et traverser. D'après l'échelle évidente des sculptures, nous avions déduit qu'il faudrait une brutale descente d'environ 1,5 km, que nous empruntions l'un ou l'autre des tunnels pour nous amener au bord de ces vertigineuses falaises sans jamais de soleil, surmontant les grands abysses, et en bas desquels des chemins praticables aménagés par les grands anciens nous conduiraient à la rive rocheuse de l'océan nocturne et caché. Une fois tout cela appris, il ne nous semblait pas possible de résister à l'attrait d'entrevoir la noire réalité de ce golfe fabuleux, même si nous réalisions avoir à entreprendre de suite cette quête si nous souhaitions l'inclure dans la présente reconnaissance. Il était maintenant 8 heures du soir, et nous n'avions pas assez de piles de rechange pour laisser constamment brûler nos torches. Nous avions passé tant de temps à étudier et recopier sous le niveau glaciaire que nous avions déjà consommé 5 heures de piles en usage continu. Et malgré leur formule sèche, d'évidence il nous en restait au mieux 4 heures de plus, encore qu'en n'utilisant qu'une seule des 2 lampes, sauf dans les lieux particulièrement intéressants ou difficiles, nous pouvions nous débrouiller pour en économiser une marge supplémentaire suffisante. Comment pourrions-nous avancer sans lumière dans ces catacombes cyclopéennes si pour accomplir cette descente aux abysses nous devions renoncer à tout déchiffrage mural? Bien sûr, nous comptions revenir explorer les lieux pour des jours et même peut-être des semaines d'études et de photographie intensives, la curiosité ayant de longtemps pris le dessus sur l'horreur, mais pour le moment il fallait faire vite. Notre réserve de papier pour se guider était loin aussi d'être infinie, et nous étions réticents à sacrifier nos derniers carnets ou notre papier à dessin pour cet usage. Nous y sacrifiâmes pourtant un de nos grands carnets. Si au pire nous venions à en manquer, nous pourrions nous résoudre à revenir au système des cailloux, et bien sûr il serait possible, même dans le cas où nous aurions perdu toute direction, de revenir à la lumière du jour par l'un ou l'autre des tunnels si nous avions suffisamment de temps pour tout tenter ou que nous nous serions égarés. Et c'est ainsi que nous nous lançâmes impatients dans la direction indiquée pour accéder au plus proche tunnel. Selon les sculptures d'après lesquelles nous avions établi notre carte, l'entrée du tunnel visé ne devait pas être à plus de 400 mètres d'où nous étions. La zone où nous entrions montrait des constructions à l'aspect solide et ouvertes à l'exploration, même à ce niveau subglaciaire. L'ouverture elle-même était dans le sous-sol, à l'angle le plus proche des contreforts de la montagne, d'une vaste structure de forme étoilée, de nature évidemment publique et peut-être cérémoniale, que nous essayâmes de nous remémorer depuis notre survol aérien des ruines. Mais aucune structure de cette sorte qui nous est marquée depuis l'avion, et nous en conclûmes que les parties supérieures avaient dû être grandement endommagées ou bien totalement détruites par une des crevasses glaciaires que nous avions observées. Dans le dernier cas, le tunnel aussi serait obstrué, et nous aurions à tenter l'autre des 2 plus proches, celui qui était à environ 1 km au nord. L'ancien lit de la rivière nous interdisait de tenter d'emprunter les autres tunnels plus au sud dans ce voyage-ci, et bien sûr, si ces 2 tunnels les plus proches étaient obstrués, il était douteux que l'état de nos piles nous permette une tentative sur celui qui était le suivant, encore 1,5 km plus au nord du deuxième. Tandis que nous nous frayions un étroit chemin dans le labyrinthe, avec l'aide de la carte et du compas, traversant des salles et des couloirs à toutes les étapes de la ruine ou de la préservation, escaladant des rampes, traversant les dalles supérieures et des ponts avant de redescendre, butant sur des portails obstrués par des tas de débris, accélérant ici et là dans les parties mieux préservées et parfois surprenamment immaculées, nous engageant dans de fausses directions et parfois obligés de rebrousser chemin, en ce cas retirant les marques de papier que nous avions laissées,
et de temps en temps atteignant le fond d'un puits ouvert à travers lequel perçait ou s'infiltrait un peu de la lumière du jour, nous étions tentés à répétition de nous arrêter à chaque mur sculpté le long du chemin. Chacun nous aurait transmis des récits d'une immense importance historique, et ce n'est que l'idée de nouvelles prochaines visites qui nous réconciliait avec la pulsion de continuer. Mais même ainsi, nous nous arrêtions ici et là pour une pause et allumions la seconde lampe. Si nous avions disposé de plus de pellicules, nous aurions certainement fait d'autres pauses et photographié plus de bas-reliefs, mais les dessiner à la main, par contre, pour le temps que cela nous aurait demandé, il en était clairement hors de question. J'en viens une fois de plus à une situation où la tentation, au moins l'hésitation à se contenter d'une allusion plutôt que d'un compte-rendu, est terriblement forte. Il est cependant nécessaire de révéler ce qui suit, au moins pour justifier ce que j'entreprends pour décourager de futures explorations. Nous étions parvenus très près de là où nous supposions trouver l'embouchure du tunnel, ayant traversé un pont à 2 étages au-dessus de ce qui semblait nettement l'extrémité d'une des branches étoilées, et descendant par un couloir en ruine particulièrement riche en sculptures d'apparence rituelle, d'un style élaboré du temps de la décadence et du dernier stade de leur artisanat, quand, vers 8h30, l'odorat très fin du jeune Danforth nous donna le premier signal de quelque chose d'inhabituel. Si nous avions eu un chien avec nous, je suppose que nous aurions été alertés plus tôt. Tout d'abord, il ne nous fut pas possible de dire ce qu'il se passait dans l'air auparavant d'une pureté de cristal, mais après quelques secondes, nos 2 mémoires réagirent sans ambiguïté. Que j'essaye de dire la chose sans trembler. Il y avait une odeur, et cette odeur était vaguement, subtilement, mais immanquablement celle qui nous avait donné la nausée en ouvrant la tombe démente de l'horreur que le malheureux Lake avait disséquée. Bien sûr, la révélation ne nous en fut pas aussi précise ou immédiate que cela semble maintenant. Il y avait plusieurs explications possibles, et cela nous fournit un bon intermède d'explications chuchotées et indécises. Le plus important de tout, c'était de ne pas faire retraite sans en savoir un peu plus. Étant arrivés aussi loin, il nous répugnait de nous voir repoussés par n'importe quoi qui ne serait pas un désastre certain. De toute façon, ce que nous commencions à suspecter était impossible à croire. De telles choses ne se produisent pas dans le monde normal. C'est probablement le pur et irrationnel instinct qui nous poussa à aveugler notre lampe unique, plus du tout tenté par les sculptures sinistres et décadentes qui nous surplombaient, menaçantes, depuis les murs oppressants, et qui réduisit notre progression à une précautionneuse avancée pas à pas, rampant sur le sol de plus en plus encombré de détritus et de piles de débris. Les yeux de Danforth se révélèrent comme son odorat meilleur que les miens, parce que c'est lui qui remarqua le premier l'étrange aspect des débris, une fois que nous eûmes passé les voûtes quasi bouchées conduisant aux salles et couloirs du plus bas niveau. Ce n'était plus comme ça aurait dû être après ces innombrables milliers d'années de désertion, et quand avec précaution nous refîmes de la lumière, nous découvrîmes qu'une sorte de chemin semblait avoir été récemment tracé à travers eux. La nature irrégulière des détritus occultait toute marque définitive, mais dans les endroits plus dégagés, nous eûmes l'impression qu'on avait traîné des objets lourds. Une fois, nous pensâmes distinguer des traces parallèles comme de patins, et cela nous arrêta de nouveau. C'est durant cette pause que nous parvint, devant nous, et simultanément cette fois, l'autre odeur. Paradoxalement, c'était une odeur à la fois moins effrayante et plus effrayante. Moins effrayante en tant que telle, mais infiniment effrayante par le lieu et dans de telles circonstances. À moins, bien sûr, que Gedney...
parce que l'odeur était la simple et familière odeur du pétrole, le pétrole ordinaire de tous les jours. Mais nous ne pouvions nous convaincre l'un l'autre, ni même chacun vis-à-vis de lui-même, de quelque chose de défini. Nous avions éteint toute lumière tandis que nous étions immobiles et remarquâmes qu'une vague trace, profondément filtrée, de la lumière du jour empêchait l'obscurité d'être absolue. Ayant par réflexe repris notre marche en avant, nous nous guidions par les flashs intermittents de notre lampe. Ce dérangement des débris créait une impression que nous ne pouvions repousser, et l'odeur d'essence se faisait plus forte. Les ruines étaient de plus en plus nombreuses sous nos yeux, nous y butions des pieds, mais très vite nous devinâmes que la marche en avant nous serait impossible. Nous n'avions été que trop justes dans nos pronostics pessimistes sur cette crevasse remontant jusqu'en haut. Notre ouverture de tunnel étant aveugle, nous ne pourrions même pas atteindre le niveau du sous-sol où il s'enfonçait vers les abysses. Les éclats de la lampe tombant sur les murs grotesquement sculptés du couloir sans issue dans lequel nous nous tenions montraient plusieurs voûtes dans différents états d'obstruction. Et de l'une d'entre elles, l'odeur d'essence, parvenant à submerger toute trace d'autre odeur, était nettement plus perceptible. Comme nous y regardions avec plus d'attention, nous vîmes sans l'ombre d'un doute qu'il y avait eu un léger mais récent dégagement des débris derrière cette voûte. Quelque horreur qui puisse nous guetter de l'autre côté, l'avenue qui en partait nous sembla parfaitement manifeste. Je ne pense pas que quiconque s'étonnera que nous ayons attendu un temps appréciable avant de décider de repartir en avant. Et là, tandis que nous pénétrions sous la voûte noire, notre première impression fut celle de tomber de haut. Parmi les débris répandus de la crypte sculptée, un cube parfait d'environ 7 mètres de côté, il n'y avait plus aucun objet de taille instantanément perceptible. Et nous cherchâmes d'instinct, pourtant en vain, une ouverture supplémentaire. Un autre instant, cependant, et la vision aiguë de Danforth avait repéré un endroit où le sol jonché de débris avait été nettoyé et sur lequel nous braquâmes nos 2 torches à pleine puissance. Quand bien même ce qui nous fut révélé par cette lumière était terriblement simple et inconséquent, j'ai encore plus de réticence à en faire part pour les conséquences que cela implique. Sur le sol jonché de débris, plusieurs petits objets avaient été jetés sans soin et une quantité considérable d'essence avait dû être versée dans un des coins puisqu'on en percevait l'odeur même à cette super altitude du plateau. En d'autres mots, il n'en pouvait être autrement. Une sorte de camp. Un camp établi par des êtres en errance comme nous et qui ici avaient dû faire demi-tour découvrant obstruer le chemin vers les abysses. Permettez-moi d'être clair, les objets par terre provenaient tous, pour autant que ce soit une question d'importance, du camp du malheureux Lake, et consistaient en boîtes de conserve aussi bizarrement éventrées que celles que nous avions trouvées dans le lieu ravagé, et encore des allumettes, 3 livres illustrés plus ou moins curieusement tachés, une bouteille d'encre vide dans sa boîte de carton illustrée, un stylo plume cassé, quelques étranges lambeaux de vêtements de fourrure et de bâches de tente, une pile électrique usagée avec son mode d'emploi, une housse qu'on employait pour les appareils de chauffage des tentes et un éparpillement de papier chiffonné. Tout cela était de mauvais augure en soi, mais quand nous fîmes le tri des papiers, nous comprîmes que nous n'en étions pas encore au pire. Nous avions trouvé certains papiers inexplicablement tachés dans le camp, et cela aurait dû nous préparer, mais de les revoir ici dans ces voûtes préhumaines de la ville de cauchemar, c'était quasiment impossible à supporter. Un Gedney fou pouvait y avoir fait ces groupes de points à l'imitation de ceux trouvés sur ces tombes démentes avec leurs monticules à 5 branches. Et restait possible d'imaginer qu'il avait ébauché de sommaires et rapides schémas, différents selon leur précision ou le manque de détails,
qui reconstituait les parties de la ville nous environnant et marquait le chemin vers un lieu circulaire à l'écart de notre première route, un lieu que nous identifiâmes d'après les sculptures comme une grande tour cylindrique et un grand golfe circulaire que nous avions remarqué lors de notre reconnaissance aérienne, chemin qui ramenait à cette structure étoilée où nous étions et l'ouverture du tunnel qui y débouchait. Il pouvait, je le répète, avoir ébauché ces schémas, parce que ceux que nous avions devant nous étaient d'évidence compilés comme l'avaient été les nôtres, depuis les plus tardives sculptures, ici dans le labyrinthe glacial, même si ce n'étaient pas celles que nous avions vues et recopiées. Mais ce qu'un exécutant sans art n'aurait jamais pu faire était de réaliser ses dessins dans cette technique étrange, experte et peut-être, en dépit de la hâte et du manque de soin, supérieure à tout autre, dont témoignent ces sculptures décadentes qui leur avaient servi de modèle, la technique indiscutable et les caractéristiques des grands anciens eux-mêmes au grand jour de leur ville morte. Il y a ceux qui diront que Danforth et moi-même devions être complètement fous pour ne pas nous être enfuis au péril de nos vies après cela, puisque nos conclusions, maintenant, indépendamment de leur extravagance, étaient désormais certaines, et d'une nature sur laquelle je n'ai pas besoin de revenir pour tous ceux qui ont lu ce compte-rendu jusqu'ici. Peut-être étions-nous fous, n'ai-je pas dit que ces horribles pics étaient les montagnes de la folie? Mais je crois que je peux détecter quelques pulsions du même ordre, cependant dans une forme moins extrême, dans les hommes qui traquent jusqu'à la mort les bêtes sauvages des jungles d'Afrique pour les photographier ou étudier leurs mœurs. Aussi demi-paralysés de terreur que nous fussions, il y avait au-dedans de nous cette flamme brûlante d'émerveillement et de curiosité qui ne s'est jamais éteinte et a triomphé à la fin. Bien sûr, nous n'escomptions pas faire face à ce que ou ceux que nous savions avoir été là, mais nous pensions qu'ils en étaient partis maintenant. À l'heure qu'il était, ils avaient dû trouver l'ouverture voisine pour les abysses et s'en étaient allés rejoindre ces blocs de passé noirs comme la nuit qui les attendait dans le golfe ultime. Le golfe ultime qu'ils n'avaient jamais vu. Ou si cette entrée était obstruée elle aussi, ils s'en seraient allés vers le nord en trouver une autre. Ils étaient, nous souvenions-nous, en partie indifférents à la lumière. À considérer de nouveau ce moment, je peux à peine me souvenir quelle forme précise avaient pris nos émotions, seulement que ce changement d'objectif avait considérablement aiguisé notre espoir latent. Nous n'escomptions certainement pas faire face à ce dont nous avions peur. Je ne dénie cependant pas que nous aurions volontiers observé certaines choses dans le souhait inconscient de les espionner depuis quelque avantageux repère caché. Nous n'avions probablement pas renoncé à notre entreprise d'apercevoir l'abysse lui-même, mais s'interposait là un nouveau but, en l'occurrence la grande construction circulaire désignée sur les schémas brouillés que nous avions trouvés. Nous l'avions identifiée de suite comme une monstrueuse tour cylindrique, présente dès les plus primitives sculptures, mais qui n'apparaissait vue d'avion que comme un trou rond prodigieux. Quelque chose dans la force de ces représentations, même dans ces dessins grossiers, nous laissait penser que ces niveaux sous-glaciaires devaient constituer un ensemble de singulière importance, peut-être intégrant des merveilles architecturales telles que nous n'en avions jamais rencontrées. Elle était probablement d'un âge incroyable, si l'on en croyait les sculptures où elle figurait, existant déjà parmi les premières constructions de la ville. Ces sculptures, si elles n'étaient pas détruites, ne pouvaient être que hautement signifiantes. Encore mieux, elles pourraient nous fournir un accès plus commode pour revenir à la surface, un chemin plus court que celui que nous avions si soigneusement marqué, et probablement que celui par lequel ces autres étaient descendus. En tout cas, ce que nous fîmes avait été d'étudier les terribles schémas, qui concordaient presque parfaitement avec les nôtres, et de rebrousser chemin dans la direction indiquée de la construction circulaire, la même route que nos prédécesseurs sans nom devaient avoir parcourue 2 fois avant nous. Les autres ouvertures les plus proches vers les abysses étaient au-delà. Je n'ai pas besoin de parler de notre voyage,
pendant lequel nous continuâmes de disposer à l'économie des marques de papier, parce qu'il était exactement de la même sorte que celui qui nous avait menés à ce cul-de-sac, sinon qu'il semblait coller de plus près au niveau de base et même emprunter des couloirs du sous-sol. Souvent, ici et là, nous notions les marques de perturbation certaines dans les débris et détritus sous nos pieds. Et après être sortis de la zone où l'odeur d'essence était perceptible, nous redevînmes conscients, faiblement, par intermittence, de cette odeur bien plus hideuse et persistante. Après que cet itinéraire avait bifurqué depuis notre chemin initial, nous nous contentions de furtifs balayages de notre unique lampe le long des murs, remarquant presque chaque fois la quasi-omniprésence des sculptures, qui d'évidence avaient constitué une des principales prouesses esthétiques des grands anciens. Vers 9h30 du soir, en suivant les voûtes d'un couloir dont la base de plus en plus glacée semblait plus basse que le sol extérieur et dont le toit s'élevait à mesure que nous avancions, nous commençâmes à percevoir une forte lueur diurne en avant et pûmes définitivement éteindre notre lampe torche. Cela confirma que nous étions entrés dans la grande construction circulaire et que notre distance par rapport à l'air libre ne devait pas être considérable. Le couloir finissait par une voûte surprenamment basse pour ses ruines mégalithiques, mais qui nous laissa considérer le lieu avant même d'y pénétrer. Devant nous, un espace circulaire prodigieux, au moins 70 mètres de diamètre, encombré de débris et entouré de nombreuses voûtes obstruées comme celles que nous nous apprêtions à franchir. Tout l'espace disponible des murs était sculpté d'une bande en spirale aux proportions héroïques et affichait, malgré l'érosion et les intempéries, puisque le lieu était ouvert au dehors, une splendeur artistique loin au-delà de tout ce que nous avions rencontré auparavant. Le sol couvert de détritus était lourdement glacé, ce qui nous a donné à penser que le véritable niveau de base était à une profondeur considérable. Mais la chose la plus remarquable de l'endroit, c'était la rampe de pierre titanesque qui, rejoignant les voûtes par une forte spirale collée à l'enceinte circulaire ouverte, escaladait le mur de ce cylindre ahurissant, en contrepoint intérieur à ceux qui autrefois s'élançaient au dehors des tours et ziggourats monstrueuses de l'antique Babylone. C'est seulement la rapidité de notre survol et l'erreur de perspective qui nous fit confondre cette rampe avec le mur intérieur de la tour, qui nous avait empêché de remarquer cet ensemble depuis l'avion et fait ainsi choisir un autre point de départ pour descendre sous le niveau glaciaire. Pabodie aurait été capable de nous dire quelle sorte de technique avait permis d'ériger une telle construction, mais Danforth et moi-même devions nous contenter d'admirer et de nous émerveiller. Et c'étaient de puissants encorbellements de pierres et de piliers disséminés, mais ce que nous voyions ne nous semblait pas en adéquation avec la fonction supposée. Tout cela trop bien préservé jusqu'au dessus actuel de la tour, une circonstance vraiment remarquable au regard de son exposition aux dommages, et cet abri protecteur aménagé pour sculptures bizarres, cosmiques, perturbantes sur tous les murs. Et nous débouchâmes dans cette plaisante demi-lumière tombant du monstrueux dessus de ce cylindre de 50 millions d'années, sans aucune hésitation, la plus primitive des anciennes structures que nous ayons vues, découvrant que la rampe traversait une suite de niveaux d'au moins 20 mètres de haut. Ceci, à nos souvenirs de notre vol de reconnaissance, signifiait une épaisseur glaciaire extérieure d'une douzaine de mètres, l'ouverture circulaire bâillant que nous avions aperçue de l'avion étant en haut d'un monticule d'à peu près 7 mètres de déblais effondrés et protégé aux 3/4 de sa circonférence par le recourbement massif des murs sur une ligne de ruines plus haute. D'après les sculptures, la tour originelle s'élevait au centre d'une immense place circulaire et était peut-être haute de 200 ou 300 mètres, avec des chapeaux de disques horizontaux près du haut et un rang de flèches minces comme des aiguilles le long du bord supérieur. La grande partie de la maçonnerie s'était évidemment effondrée à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur,
une véritable chance, puisque la rampe sinon aurait été détruite et le volume intérieur obstrué. Tel que c'était, la rampe se montrait bien endommagée, tandis que la partie obstruée était telle que toutes les voûtes du niveau le plus bas semblaient n'avoir été que tout récemment dégagées. Cela ne nous prit qu'un instant pour en conclure que c'était bien sûr la route que les autres avaient prise pour descendre, et que ce serait notre route logique pour remonter, en dépit de la longue traîne de papier que nous avions laissée. L'embouchure de la tour n'était pas plus loin des contreforts de la montagne et de l'avion qui nous attendait que le bâtiment à grande terrasse par lequel nous étions entrés, et dans toute exploration subglaciaire à venir, nous repartirions de cette zone particulière. Bizarrement, nous en étions encore à penser à de possibles explorations à faire, même après ce que nous venions de voir et de supposer. Et c'est alors que nous reprenions précautionneusement notre chemin dans les débris du sol principal que nous découvrîmes ce qui, pour un temps, exclut toute autre préoccupation. Dans cet angle le plus éloigné du bas de la rampe, au terme de leur course venue du dehors, nous étions face aux 3 traîneaux imbriqués. Ils étaient ici, les 3 traîneaux manquants du camp de Lake, disloqués par un usage inapproprié qui avait dû inclure un remorquage de force tout au long des déblais et débris sans neige, et même portés à la main dans les passages où rien d'autre n'était possible. Ils étaient soigneusement et intelligemment rangés et chargés, et contenaient des choses qui nous étaient suffisamment familières, le poêle à pétrole, des jerrycans d'essence, des étuis à instruments, des boîtes de conserve, des bâches toutes renflées de nos livres, et d'autres renflements ne laissant pas deviner ce qu'elles abritaient, sinon que tout provenait de l'équipement de Lake. Après ce que nous avions trouvé dans l'autre salle, nous étions dans une certaine mesure préparés à cette rencontre. Le véritable choc se produisit quand nous approchâmes et commençâmes à défaire une des bâches dont le contour nous inquiétait singulièrement. Il semblait que ces autres, comme ça avait été le cas de Lake lui-même, avaient trouvé utile d'en collecter des échantillons représentatifs. Parce qu'ils étaient là tous les deux, tous deux profondément congelés, parfaitement préservés, leurs blessures au niveau du cou soigneusement réparées avec de la bande adhésive et enveloppées avec un soin évident pour éviter d'autres dommages. C'étaient les corps du jeune Gedney et du chien manquant. Bien des gens nous jugeront sans cœur, voire insensés d'avoir de nouveau pensé au tunnel du Nord et aux abysses, sitôt après notre macabre découverte, et je n'ai rien à y répondre, sinon qu'une circonstance spécifique raviva nos pensées à ce propos et engendra une nouvelle série de spéculations. Nous venions de replacer la bâche sur le malheureux Gedney, et demeurions là dans une sorte de stupéfaction muette, quand ces bruits nous parvinrent finalement à la conscience, les premiers sons que nous ayons entendus depuis que le vent des montagnes s'était affaibli, puis avait disparu de ces hauteurs inhospitalières. Si banals et connus qu'ils étaient, leur présence en ce lointain monde de la mort était plus inattendue et troublante que tout son grotesque ou fabuleux aurait pu l'être, parce que, voilà, il nous renvoyait à neuf toutes nos notions d'harmonie cosmique. Quand bien même ça aurait été une variante de cette bizarre émission musicale sur une large étendue de gamme que le rapport de dissection de Lake nous avait conduits à entendre de ces créatures, et que bien sûr nos imaginations déjà trop sollicitées nous avaient fait suspecter dans chaque hurlement du vent depuis notre arrivée dans le camp de l'horreur, elle aurait été une incongruité cauchemardesque dans la zone morte depuis des éternités qui nous entourait.
Une voix provenant d'une autre époque appartient aux tombes de cette époque. Tel qu'il était, pourtant, ce bruit ébranla toutes nos certitudes les plus profondément ancrées, toute notre acceptation tacite de l'Antarctique intérieur comme un immense, extrême et irrévocable désert, égal en cela au disque stérile de la Lune, dépourvu de tout vestige de la vie normale. Ce que nous entendions, ce n'étaient pas les notes fabuleuses de ces autres d'un temps révolu, enfouis de façon blasphématoire et dont la résistance surnaturelle, une fois ramenés au soleil polaire, nous avait fait échafauder une monstrueuse réponse. Au lieu de cela, c'était une chose aussi moqueusement normale et si infailliblement naturelle depuis notre mouillage au large de la terre de Victoria et de notre premier camp de McMurdo, que nous frissonnâmes de penser à ce que c'était, quand cela nous provenait d'où cela n'aurait jamais dû être. Pour le dire clairement, il s'agissait simplement des gloussements rauques d'un manchot. Le son étouffé provenait d'un renfoncement presque diamétralement opposé à l'ouverture du couloir que nous suivions, la zone dans la direction que manifestement nous aurions à suivre pour trouver cet autre tunnel vers les abysses. La présence d'un oiseau aquatique vivant dans cette zone, dans un monde dont la surface était uniformément dépourvue de vie depuis des éternités, ne pouvait mener qu'à une seule conclusion. Et pourtant notre première pensée fut de vérifier la réalité objective de ce bruit. Bien sûr, il se répétait et répétait, et nous sembla plus d'une fois émis par une multitude de voix. Cherchant d'où cela provenait, nous entrâmes sous une voûte d'où la plupart des débris avaient été déblayés. Reprenant le traçage de notre itinéraire, avec une nouvelle réserve de papier dont nous nous servions avec une curieuse répugnance, l'ayant prise sous une des bâches des traîneaux retrouvés, de nouveau nous nous éloignâmes de la lumière du jour. Quand, de glacé, le sol fit de nouveau place à la couche de détritus, nous discernâmes nettement de curieuses traînées. Et c'est Danforth qui la trouva, la très distincte empreinte d'une espèce dont la description ici serait superflue. La direction indiquée par les cris du manchot était précisément celle où notre carte et notre compas désignaient les environs de l'embouchure du tunnel plus au nord, et nous fûmes heureux de constater qu'un raccourci sans passerelle, mais au niveau de base des sous-sols, semblait accessible. Le tunnel, selon nos relevés, devait commencer au pied d'une large structure pyramidale dont nous croyions nous souvenir vaguement depuis notre survol avec l'avion et qui était remarquablement préservée. Tout au long de notre chemin, notre unique lampe torche allumée nous montrait l'habituelle profusion de sculptures, mais jamais nous ne nous arrêtâmes pour les étudier. Une forme blanche corpulente surgit soudain en avant de nous, et nous allumâmes la seconde lampe torche. C'est bizarre comme cette nouvelle poursuite avait détourné nos esprits des peurs précédentes, ou de ce qui pouvait nous guetter tout près. Ces autres, ayant abandonné leur possession dans la grande structure circulaire après leur expédition, devaient tenter de revenir vers ou dans les abysses. Mais nous avions délaissé toute précaution les concernant, comme s'ils n'avaient jamais existé. Cette chose blanche qui se dandinait faisait au moins 2 mètres de haut, et pourtant nous n'avions pas pensé tout d'abord que c'était l'un d'entre eux. Ils étaient plus larges et plus foncés, et si nous en croyons les sculptures, leur déplacement sur les surfaces terrestres plus souples et assurés, en dépit de l'étrangeté de leurs tentacules et de ce qui leur restait de leur vie marine. Mais dire que cette chose blanche ne nous avait pas profondément effrayés serait vain. Nous fûmes bien sûr un instant paralysés par une peur primitive, d'autant plus aiguë qu'elle était la pire au regard de toutes les autres. Notre résolution fut prise alors en un instant, quand la forme blanche se glissa dans une galerie latérale, sur notre gauche, pour être rejointe par 2 autres de son espèce, prévenus par ses appels rauques. Parce que c'était effectivement un manchot, d'une espèce géante et inconnue, plus grande que le plus grand des manchots connus, et d'une monstrueuse conjonction d'albinisme et de cécité quasi complète. Quand nous eûmes suivi la chose blanchâtre sous la voûte et braqué nos torches sur le groupe des 3 volatiles indifférents et impassibles,
nous constatâmes qu'il s'agissait d'albinos aveugles, de la même espèce géante et inconnue. Leur taille nous rappela quelques-uns des manchots archaïques représentés dans les sculptures des grands anciens, et nous ne fûmes pas longs à en conclure qu'ils étaient les descendants de la même branche, ayant sans aucun doute survécu grâce à une retraite dans quelques zones intérieures plus chaudes, dont la perpétuelle obscurité avait détruit leur pigmentation et atrophié leurs yeux devenus des fentes inutiles. Que leur présent habitat soit dans ces vastes abysses, nous pensâmes, il n'y avait pas à en douter. Et cette preuve d'une chaleur persistante et de son habitabilité renchérit encore notre curiosité et perturba quelque peu notre imagination. Nous nous demandions aussi ce qui avait pu faire que ces trois volatiles se soient aventurés si loin de leur domaine habituel. Ce qui pesait de silence sur la grande cité morte prouvait sans conteste qu'elle n'avait jamais été un lieu de colonie saisonnière, tandis que cette indifférence du trio à notre présence rendait improbable que le passage d'un groupe de ces autres les eût effrayés. Était-il possible que ces autres aient mené une action agressive pour tenter d'accroître leur réserve de viande? Nous doutions que cette odeur mordante, qui avait tant révulsé les chiens, ait provoqué une antipathie du même ordre chez ces manchots, puisque leurs ancêtres avaient d'évidence vécu en excellents termes avec les grands anciens, une relation amicale qui devait avoir survécu dans les abysses tant que les grands anciens y demeurèrent aussi. Regrettant, dans une recrudescence du pur esprit de la vieille science, de ne pouvoir photographier ces créatures anormales, nous les laissâmes bientôt à leur gloussement et poussâmes plus avant vers les abysses, dont le débouché ici nous était désormais clairement prouvé et dont les traces éventuelles des manchots nous donneraient la direction exacte. Peu après, une abrupte descente dans un couloir long et bas, dépouillé de sculptures, sans ouverture latérale, nous conduisit à penser que nous approchions enfin du tunnel lui-même. Nous dépassâmes deux autres manchots et en entendîmes d'autres un peu plus loin. Puis le couloir finissait dans un lieu ouvert prodigieux qui nous fit involontairement sursauter. Un hémisphère inversé parfait qui, d'évidence, s'enfonçait profondément dans le sous-sol, de largement 30 mètres de diamètre et d'une quinzaine de mètres de hauteur, avec des voûtes basses ouvrant au pourtour sur toute la circonférence, sauf une, celle-ci une caverne noire bâillant sous une ouverture voûtée qui brisait la symétrie de l'ensemble pour être haute de presque 5 mètres. Telle était l'entrée des grands abysses. Dans ce vaste hémisphère, dont le toit concave, même de la période décadente, était sculpté de façon impressionnante pour mimer le dôme céleste primitif, quelques manchots albinos se dandinaient, étrangers ici, mais toujours indifférents et aveugles. Dans le noir tunnel bâillait un escalier, volet infini de marches hautes, l'ouverture ornée de montants et piliers grotesquement sculptés. Dans l'ouverture de cette crypte, nous perçûmes un léger courant d'air chaud et même un soupçon de vapeur. Et nous nous demandâmes quelles autres entités vivantes pouvaient receler le vide sans limite du dessous et la structure en nid d'abeilles contiguë aux montagnes titanesques. Nous nous demandions aussi si la fumée décelée tout en haut de la montagne, comme le suspectait le malheureux Lake, et l'étrange brouillard couronnant le rempart en haut des pics que nous avions nous-mêmes aperçus, ne pouvaient pas être provoqués par les émanations tortueuses de telles vapeurs, depuis ces régions insondées du cœur de la Terre. Entrant dans le tunnel, nous évaluâmes son profil, du moins au départ, à 5 mètres de part et d'autre, les flancs, le sol et la voûte étant composés de la même maçonnerie mégalithique. Les flancs étaient décorés, mais rarement, de cartouches aux motifs conventionnels, dans le dernier style de la décadence cependant, et toutes les constructions et sculptures merveilleusement bien préservées. Le sol était quasiment dégagé, hors quelques détritus laissés par le passage des manchots et les traces des autres. Plus nous avancions, plus cela se réchauffait, et nous dûmes bientôt déboutonner nos lourdes fourrures.
Nous nous demandions s'il y avait réellement des manifestations géothermiques au-dessous et si les eaux de ce monde sans soleil étaient chaudes. Après une courte distance, la maçonnerie fit place à la roche brute, même si le tunnel gardait les mêmes proportions et présentait le même aspect avec régulièrement des sculptures. Parfois la pente changeait et de plus grosses marches étaient taillées dans le sol. Plusieurs fois, nous notâmes les ouvertures de petites galeries latérales ne figurant pas dans nos diagrammes. Aucune d'elles n'était susceptible de compliquer le problème du retour, et elles fournissaient au contraire de possibles refuges si nous en venions à rencontrer des entités malvenues remontant des abysses. L'odeur innommable de ces choses était parfaitement distincte. Sans aucun doute, c'était une folie suicidaire de s'aventurer dans ce tunnel dans de telles conditions, mais l'attrait de l'inconnu est plus fort chez certaines personnes qu'on pourrait le supposer. Bien sûr, c'était ce même attrait qui nous avait tout d'abord amenés dans ces inhospitalières et géantes étendues polaires. De nouveau, en avançant, nous croisâmes d'autres manchots et spéculions sur la distance que nous aurions à parcourir. Les sculptures nous avaient conduits à l'hypothèse d'une descente d'environ 2 kilomètres pour déboucher sur l'abysse, mais nos précédentes étapes nous avaient démontré que nous ne devions pas nous fier aux échelles des cartes sculptées. Après 400 mètres environ, l'odeur innommable se fit plus accentuée, et nous relevions avec soin les accès aux ouvertures latérales que nous dépassions. Il n'y avait plus de vapeur visible comme à l'entrée, mais c'était dû sans aucun doute au manque d'air froid en compensation. La température grimpait rapidement, et nous ne fûmes pas surpris de tomber sur un entassement sans soin de matériel pour nous incroyablement familier. C'était le reste des fourrures et des bâches de tente prises au camp de Lake, mais il ne nous était pas possible de nous arrêter pour étudier comment tout cela avait été lacéré et gâché. Peu après ce point, nous remarquâmes une nette augmentation dans la taille et le nombre des galeries latérales, et nous en conclûmes que nous avions atteint la zone montagneuse creusée en dense nid d'abeilles. L'odeur innommable se mélangeait curieusement avec une autre, beaucoup moins offensive. De quelle nature, nous ne pouvions le deviner, même si nous avons pensé à des organismes pourrissants, ou peut-être des champignons souterrains inconnus. Puis survint une étonnante expansion du tunnel, à laquelle les sculptures ne nous avaient pas préparés, s'élargissant et s'élevant pour devenir une caverne qui semblait naturelle, elliptique, avec une surface au sol d'environ 25 mètres de long sur 15 de large, et une multitude d'immenses passages latéraux menant au-delà dans une obscurité de crypte. Même si cette caverne était d'apparence naturelle, une inspection avec nos 2 torches suggéra qu'elle avait été formée par la destruction artificielle de plusieurs parois entre certaines des cellules de la structure en nid d'abeilles. Les murs étaient rugueux et le haut toit en voûte épais, avec des stalactites. Mais le sol de pleine roche avait été déblayé et restait libre de tout débris, détritus ou même de poussière jusqu'à un soin anormal. Or, l'avenue par laquelle nous étions arrivés, c'était aussi le cas de toutes les galeries donnant sur cette salle. Et nous réfléchissions en vain à la singularité de cette situation. Cette odeur fétide qui s'était ajoutée à l'autre, l'innommable, était devenue prégnante désormais, au point de détruire toute trace de la précédente. Quelque chose dans cette salle, avec son sol poli et presque brillant, nous frappait comme encore plus déconcertant et horrible que les choses monstrueuses que nous avions rencontrées auparavant. La régularité du passage qui nous faisait face, aussi bien que les proportions encore plus grandes des manchots croupissant ici, nous permirent d'éviter toute confusion quant à l'itinéraire à suivre parmi cette pléthore de cavernes toutes aussi grandes. Nous ne manquerions pas, cependant, de continuer notre repérage par les lanières de papier si nous devions aborder de nouveau une zone plus complexe, puisqu'évidemment nous ne disposerions plus pour cela de traces dans la poussière. Ayant repris notre progression directe,
Nous projetâmes nos lampes sur les murs du tunnel et nous arrêtâmes court, surpris par le changement suprêmement radical des sculptures dans cette partie du passage. Nous avions compris, bien sûr, la décadence ultime de la sculpture des grands anciens lors du percement de ce tunnel, et avions tout aussi bien remarqué la qualité inférieure de l'artisanat dans les arabesques et les plinthes que nous avions dépassées. Mais maintenant, dans cette section plus profonde qui venait après la caverne, la différence soudaine entraînait une toute autre explication, une différence dans la nature basique aussi bien que dans la qualité même, démontrant une dégradation si calamiteuse et si profonde de l'habileté que rien de ce que nous avions observé de leur lent déclin ne nous y avait préparé. Cet art nouveau et dégénéré était grossier, rudimentaire, manquant totalement de finesse dans le détail. C'était compensé par une profondeur exagérée dans les bandes reprenant les motifs des rares cartouches plus anciens, mais la hauteur de ces bas-reliefs ne rejoignait jamais le niveau de la surface principale. Danforth émit l'hypothèse qu'il s'agissait d'une seconde couche de sculpture, une sorte de palimpseste formé en recreusant et effaçant un dessin antérieur. C'était d'une nature principalement décorative et conventionnelle, et consistait en spirales brutes et angles qui suivaient grossièrement la tradition mathématique pentagonale des grands anciens, mais qui se seraient mises à en être la parodie plutôt qu'à la perpétuer. Nous ne pouvions pas nous enlever de l'esprit qu'un élément subtilement mais profondément étranger s'était mêlé au sentiment esthétique qui en sous-tendait la technique. Un élément étranger, prétendait Danforth, responsable d'une substitution laborieuse mais manifeste. Cela semblait être, même si cela en différait de façon troublante, ce que nous avions appris à reconnaître comme l'art des grands anciens. Et je me souvenais avec persistance de choses hybrides de cette sorte dans les disgracieuses sculptures de Palmyre copiant la manière romaine. Que les autres eussent récemment remarqué ce ruban de sculpture, la pile usée d'une lampe torche sur le sol, devant un des motifs les plus caractéristiques, en témoignait. Ne pouvant nous permettre de dépenser un temps plus considérable en études, nous reprîmes notre avancée après cet aperçu général, tout en lançant de fréquents coups de sonde lumineux sur les murs pour voir si s'y développaient de nouveaux changements décoratifs. Nous ne remarquâmes rien de cette sorte, même si les sculptures devenaient plus rares en raison des nombreuses ouvertures vers les tunnels latéraux, sur un sol toujours propre et poli. Nous vîmes et entendîmes moins de manchots, mais pensâmes percevoir l'écho infiniment distant d'un de leurs groupes quelque part profondément sous terre. L'odeur inexplicable et nouvelle devenait abominablement forte, et à peine pouvions-nous détecter un rare indice de l'autre odeur, l'innommable. Des bouffées visibles de vapeur devant nous témoignaient des contrastes grandissants de température et de la proximité relative des falaises sans soleil surplombant la mer des abysses. Alors, de façon inattendue, nous constatâmes devant nous certaines obstructions sur le sol poli, des obstructions qui en aucun cas ne pouvaient provenir des manchots, et allumâmes notre seconde torche, après nous être assurés que ce que nous voyions était parfaitement immobile.